Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Aloula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La Côte d'Ivoire inaugure un consulat général à Laayoune. C'est le 5e du genre. Il a été inauguré par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la sécurité routière. Qu'en est-il en langage des chiffres? Un peu plus de 3000 accidents mortels l'année dernière sur nos routes. Certains moins d'accidents mortels qu'un an auparavant, mais qui demeurent très élevés avec en plus des coûts économiques considérables. Beliounish, un petit village de pêcheurs situé à quelques kilomètres de Fnedak. 9 femmes du village exercent le métier de pêcheur. Pour cela, elles ont reçu une formation à l'Institut de technologie des pêches maritimes de l'Arrache, une formation axée sur la pêche artisanale. Nous le disions en titre, la Côte d'Ivoire inaugure un consulat général à Laayoune. La cérémonie d'ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, et le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Nissine Hamdaoui. Et de 5 pour les représentations diplomatiques africaines ouvertes à Laayoune, au cœur du Sahara marocain. La Côte d'Ivoire, l'une des plus grandes économies en Afrique de l'Ouest, inaugure son consulat général à Laayoune. Un geste hautement politique et diplomatique de la part d'un pays frère. Avec l'inauguration du consulat général de la Côte d'Ivoire à Laayoune, la ville la plus importante du Sahara marocain, à la porte de l'Afrique, c'est incontestablement une nouvelle pierre blanche dans les relations exceptionnelles qu'entretiennent depuis des décennies deux pays frères qui s'apprécient et se respectent. Si le président Alassane Ouattara a tenu à ce que je sois à vos côtés, mon frère Nassar Bourita, pour cette cérémonie d'inauguration, c'est pour apporter à la fois la preuve au peuple marocain de l'indéfectible amitié du peuple ivoirien au peuple marocain et le sentiment d'affection personnelle qu'il porte à Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'ouverture du consulat général ivoirien à Laayoune témoigne du soutien de la République de Côte d'Ivoire à la marocanité du Sahara. Cette décision s'inscrit évidemment dans le cadre de la politique audacieuse et pragmatique que nous avons toujours défendue partout, dans tous les cénacles internationaux, à savoir la marocanité du Sahara. Ainsi, nous pensons aller dans le sens de l'histoire, pas ricochet. Il va sans dire que la Côte d'Ivoire soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc, plan qu'elle trouve sérieux et crédible. Autres pays africains à avoir ouvert leur consulat à Laayoune, l'Union des Comores, le Gabon, la République de Sao Tomé et Principe et la République centrafricaine. Et à Dakhla, 2 pays d'Afrique de l'Ouest avaient inauguré leur représentation diplomatique. Il s'agit de la Gambie et de la République de Guinée. L'Espagne, premier partenaire commercial du Maroc pour développer encore davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Une délégation d'hommes d'affaires de la région de Valence, conduite par le chef du gouvernement local de la région Ximo Puig, a été reçue au siège de la CGEM. Il s'agit de 17 opérateurs du secteur du transport maritime, des technologies de l'information, de la mobilité urbaine et des énergies photovoltaïques à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement dans le royaume. Sarah Katir.
C'est une délégation du gouvernement de Valence accompagnée de plusieurs opérateurs économiques et d'hommes d'affaires de la région espagnole de Valence qui a participé aujourd'hui à une rencontre entrepreneuriale à la CGM. À l'ordre du jour, la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et le développement des relations économiques et commerciales entre les deux communautés d'affaires. Elle représente 8% du PIB de l'Espagne, mais elle représente 18% du PIB industriel. Donc ça veut dire qu'elle est composée de différentes composantes industrielles très importantes. Et ça, c'est très important pour nos entreprises de trouver des PME, de grosses PME pour pouvoir s'associer avec elles. Nous avons ensemble beaucoup d'opportunités à saisir. Ce que nous souhaitons, c'est d'intensifier les exportations et les importations. Les opportunités d'investissement au Maroc pour les entreprises espagnoles ne manquent pas. Le Maroc affiche un avenir prometteur, tout comme d'ailleurs la communauté valencienne. Les exportations de la communauté de Valence vers le Royaume du Maroc ont totalisé les 722 millions d'euros en 2018, représentant 2% du total exporté avec une croissance de 11% par rapport à 2017. Les produits de fonderie, de fer et d'acier sont les articles les plus demandés par le Maroc et représente 16% du total des exportations de Valence vers le Royaume. Le Maroc, quant à lui, exporte les poissons, crustacés et mollusques, ce qui représente 23% de la valeur totale importée. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la sécurité routière. Qu'en est-il en langage des chiffres chez nous? Un peu plus de 3000 accidents mortels l'année dernière sur nos routes. Certes, moins d'accidents mortels qu'un an auparavant, mais qui demeurent très élevés avec, en plus, des coûts économiques considérables. Éclairage sur les chiffres des accidents de la circulation avec Mohamed Etelchka. Il y a eu sur nos routes en 2019 près de 3400 morts suite à des accidents de la route. Les usagers relèvent quelques mots. Tout est question du comportement du conducteur. Certains conducteurs adoptent un mauvais comportement sur la route. Avec plus de 3000 accidents mortels par an, près de 4000 morts, plus de 8400 blessés graves, certes 2,9% de moins qu'un an auparavant, mais n'empêche, le fléau est toujours là. Et nous sommes loin des objectifs de la stratégie nationale de la sécurité routière. Stratégie qui vise pourtant à réduire de 25% le nombre de morts dans les accidents de circulation dès l'année prochaine et de 50% à l'horizon 2026. On a enregistré une tendance baissière en termes de tués, en termes de blessés graves, également en termes d'accidents mortels, mais il y a également un indicateur très très important qui est le taux de gravité. Donc ce sont des indicateurs encourageants parce que c'est une tendance baissière qu'on a enregistrée durant les 5 dernières années. Désormais, c'est une agence nationale créée il y a à peine 4 mois qui pilote tous les programmes devant permettre de parvenir à freiner sérieusement le fléau. Maintenant, on travaille dans le cadre de l'Agence nationale de sécurité routière. Donc c'est une agence qui va fédérer l'ensemble des efforts de l'ensemble des intervenants en matière de sécurité routière. Dans le cadre de notre programme d'action, on va focaliser, mettre l'accent sur l'éducation en tant que volet stratégique. Les accidents de la circulation routière représentent un problème de santé publique majeur. Un fléau qui a de lourdes conséquences en termes de mortalité et de morbidité et qui entraîne des coûts sociaux et économiques considérables et pourtant évitable. Et à l'occasion de la journée nationale de la sécurité routière, des activités de sensibilisation ont été organisées dans différents établissements scolaires. L'objectif est d'initier les écoliers aux différents aspects de la sécurité routière. Exemple à Agadir, Mohamed Touanina, Zakaria Mouqimbillah. École primaire Ibn Sina d'Agadir. Sur ce circuit pédagogique, de jeunes écoliers s'initient au code de la route. Équipés de casques de sécurité et conduisant des vélos, ces élèves traversent un parcours ponctué de panneaux de signalisation. Et pour donner de la vraisemblance à l'exercice, un policier veille sur le trafic. Apprendre par la pratique, c'est l'objectif de cette activité de sensibilisation.
Il est nécessaire de respecter le code de la route parce que cela nous protège des accidents de la circulation qui causent des dégâts au niveau moral et matériel. La journée nationale de la sécurité routière est une occasion pour changer de conduite sur la route. Les différents usagers de la route doivent respecter les panneaux de signalisation. La présence de partenaires institutionnels est un atout pour la célébration de la Journée nationale de la sécurité routière. Des éléments de la Sûreté nationale expliquent aux élèves différents aspects de leur travail. Contrôle de la vitesse par radar ou contravention. D'autres activités sont organisées au profit des élèves, réalisation de maquettes et concours de dessin. Les activités de sensibilisation s'adressent à tous les usagers de la route, conducteurs, piétons et élèves. Aujourd'hui, nous assistons au niveau de cette école à la clôture des activités qu'on a débutées le 10 de ce mois. Les élèves méritants dans les différentes compétitions sont récompensés par des prix. Cet événement est organisé grâce à la contribution de nombreux acteurs. Conseil de la commune d'Agadir, police, gendarmerie et sécurité civile, en plus de la direction de l'équipement. D'autres activités sont prévues avec des associations œuvrant dans le secteur pour faire de la sensibilisation à la sécurité routière un aspect important de la formation et de l'éducation. Et pour diminuer les accidents de la route et rendre surtout plus fluide la circulation, mise en service pour la circulation il y a quelques jours de la trémie du boulevard Randi à Casablanca. 8 mois de travaux et 140 millions de dirhams ont été nécessaires à sa réalisation. Les automobilistes et motocyclistes peuvent désormais l'emprunter avec un grand soulagement. Au micro de Sarah Katir, ils expriment leur satisfaction. Depuis l'ouverture de la trémie de Randi, la circulation a connu une nette amélioration sur l'axe route des facultés, boulevard Roudani. Les travaux de cet ouvrage ont été lancés en juin 2019. Le délai initial du chantier était de 14 mois, mais après 8 mois seulement de travaux, le tunnel a été ouvert à la circulation. On est vraiment soulagé et on en profite pour l'occasion de féliciter la société qui s'est occupée des travaux parce que comme il a été signalé sur les panneaux, il y avait 14 mois pour faire les travaux alors qu'aujourd'hui on a remarqué que les travaux ils ont été achevés avant. Sous le carrefour Randi et la plateforme de la ligne T2 du tramway casablancais, le projet a nécessité un budget d'investissement de 140 millions de dirhams. Ce projet a soulagé la circulation sur cet axe d'habitude très encombré et qui a toujours constitué un des points noirs de la capitale économique. Avant, pour traverser le boulevard Roudani, il me fallait plus d'1 heure. Après l'ouverture de ce pont, ça roule bien et les choses se sont nettement améliorées. Le tunnel ouvert à la circulation reste maintenant à achever les travaux de réaménagement en surface sur 1 kilomètre à la surface de la trémie du boulevard Abdrahim Bouabid à la rue Nassehuddin, et ce jusqu'au mois de mai prochain. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, la Tunisie, à défaut d'un vote de confiance pour valider le futur gouvernement. Le président tunisien évoque une dissolution de l'Assemblée élue il y a 4 mois et déclenché des élections anticipées. Les négociations battent leur plein 2 jours après que le principal parti parlementaire, Ennahda, a décidé de ne plus participer au futur gouvernement constitué avec l'appui de Saïed Ni et de le soutenir, rendant improbable son approbation par le Parlement. Nouvelle mission navale pour l'Union européenne en Libye. L'Union européenne est parvenue à un accord pour déployer des navires de guerre à l'est de la Libye afin d'empêcher les livraisons d'armes à ce pays. Seule condition exigée par plusieurs pays, ne pas laisser cette opération navale encourager les traversées de migrants. Les navires de guerre seront envoyés fin mars dans les eaux à l'est de la Libye.
Et puis le bilan du nouveau coronavirus a atteint 1886 morts en Chine continentale. 98 nouveaux décès ont été enregistrés aujourd'hui, dont 93 dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie. Environ 500 passagers confinés sur le paquebot Diamond Princess en quarantaine au Japon vont quitter le paquebot. La plupart d'entre eux seront des Japonais. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, ont déjà annoncé leur souhait de rapatrier leurs ressortissants à bord. Tous avaient reçu l'ordre de rester dans leur cabine pendant 2 semaines, mais cela n'a pas empêché la propagation du virus. Au moins 542 personnes ont été contaminées. Retour chez nous, nouvel appel aux dons de sang lancé par le Centre national de transfusion sanguine. Bien que le Maroc ait connu une croissance significative du nombre de donneurs de sang, soit une hausse de 7% par an, cette évolution n'est pas répartie équitablement tout au long de l'année. Reportage à Casablanca, Mounia Maroche. Ces jeunes ont répondu à l'appel et là ils apportent leur pierre à l'édifice du renouvellement de stock de ce centre de transfusion sanguine de Casablanca. Faire un don de sang, un geste simple et précieux qui peut sauver des vies. En tant que club sportif, nous avons organisé cette campagne de don de sang. Nous avons encouragé nos abonnés à y participer. C'est un devoir que chacun de nous doit accomplir. Cette action de bienfaisance peut sauver des vies. Plusieurs personnes en ont fortement besoin, notamment les personnes et les enfants malades. Cette matière vitale se fait de plus en plus rare. Les stocks de produits sanguins au niveau national est de 3802 poches de sang, l'équivalent d'une consommation de 4 jours. Et ce centre de transfusion sanguine de Casablanca ne fait pas l'exception. Faire un don de sang ne vous demande pas plus de 10 minutes, mais ce geste sera d'une grande utilité pour 3 personnes. Notre centre de transfusion sanguine doit donner chaque jour entre 400 et 600 poches de sang aux 300 jusqu'à 400 structures hospitalières de la région Casablanca-Stade. Notre centre, qui souffre d'une pénurie de poches de sang, n'arrive pas à atteindre ce chiffre. Au niveau national, les besoins en sang augmentent depuis 2012 à une fréquence annuelle de 22%, alors que le nombre de donneurs n'évolue que de l'ordre de 7% par an. Belyounch, c'est un petit village de pêcheurs situé à quelques kilomètres de Fnedak. 9 femmes du village exercent le métier de pêcheur. Pour cela, elles ont reçu une formation à l'Institut de technologie des pêches maritimes de l'Arish, une formation axée sur la pêche artisanale. Reportage Saïd Najih et Mounia Maroche. Pour elles, c'est un matin pas comme les autres. C'est pour la première fois qu'elles vont prendre le large et tester leurs compétences acquises dans un domaine exclusivement réservé jusqu'ici aux hommes. La pêche artisanale, un métier pénible et dangereux qui pourtant n'a pas découragé ces femmes d'exception de s'y lancer contre vent et marée à bord d'un bateau. Nous sommes très heureuses car nous avons eu notre diplôme. Dorénavant, nous partons en mer pour remplir nos filets. C'est un métier qui va nous permettre de gagner en autonomie. Préparer les instruments de pêche, entretenir les filets et veiller à la bonne marche du chalutier. Ces activités n'ont plus de secret pour ces femmes pas comme les autres qui ont choisi de vivre au rythme des vagues. Elles ont reçu plusieurs ateliers de formation sur la sécurité maritime, la mécanique des engins de pêche et la promotion des produits halieutiques. Ces femmes très motivées étaient attentives et appliquées lors de tous les modules de la formation. Nous avons hâte de commencer notre profession. Nous avons eu une formation consistante. Nous sommes prêtes à entamer l'aventure. Et pourquoi pas aller encore plus loin? La pêche du jour s'avère généreuse pour ces fins pêcheurs marins. Il ne leur reste qu'à vendre leur prise.
Bravo à notre champion Ramzi Bourkiem. Et là, nous parlons sport, surfeur hors pair. Il vient de remporter le tournoi de Hang Loose, étape du championnat du monde, disputé 4 jours durant sur la plage de Cachimba do Padre, située sur l'île brésilienne de Fernando de Noronha. Bourkiem est devenu le 5e surfeur étranger à gagner sur l'archipel de Pernambuco en 15 ans, grâce à un total de 14,40 points. Il a également pu écarter le tenant du titre, le Brésilien Jadson André, qui a dû partager la 3e place avec son compatriote Wiguli Dantas, numéro 1 mondial. À la faveur de cet exploit, doté de 15 000 $, le représentant du Maroc, lors des prochains Jeux olympiques de Rio 2020, est passé de 163e à la 2e place au classement mondial avec 5 375 points. Bourkiem s'est dit très heureux d'avoir remporté ce sacre. J'ai raté un événement à la maison et je voulais juste venir au Brésil et bien surfer. Jadson et Wesley sont très bons et j'avais peur de cela. Mais j'ai fait mon travail et je suis très content, a-t-il déclaré. Voilà, bravo à notre champion. Et avec ces images de surf que nous refermons l'édition, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Une excellente soirée, on se retrouve demain.